L'histoire du Vietnam débute il y a près de 5000 ans. Tantôt protectorat et état vassal de la Chine, puis colonie française, il fallut attendre le milieu du XXe siècle pour que le Vietnam acquiert son indépendance. D'abord séparé en deux entités, le pays se réunifie en 1976. Encore lié au communisme, le Vietnam entame sa libéralisation économique et sociale lors du Doi Moi, en deuxième moitié des années 80. Il est, malgré son histoire millénaire, un État récent qui vient de prendre en main sa destinée, relevant le défi d'allier sa culture et son patrimoine traditionnel et les enjeux liés à la modernité. C'est au long de cette dualité que je vais vous emmener en voyage pour découvrir ce pays en perpétuelle construction. Les origines du Vietnam sont liées au peuple Viet Hu Kinh, qui peupla le delta du fleuve Rouge et qui compose aujourd'hui le groupe ethnique le plus important du pays. C'est donc ici, dans la baie de Con Tho, que débute mon voyage. Le fleuve est depuis toujours un lieu d'échange et de vie centrale dans le pays, voire même un mode de vie qui reprend ses droits depuis la fin du communisme. Les gens vivent sur des embarcations qui servent à la fois de commerce et d'habitation. Les commerçants sillonnent le fleuve et la vente se fait directement d'un bateau à l'autre. Le peuple Viet serait né des amours de la reine Ho Co, issue du feu, et du seigneur dragon Lac Long Quan, issu de l'eau. Leur amour aurait donné naissance à 100 enfants. L'eau et le feu ne pouvant demeurer mariés, Lac Long Quan et Ho Co prennent la décision de se séparer. 50 enfants suivent leur mère sur la montagne et 50 autres descendent vers la mer, guidés par leur père. Ces derniers fondèrent le royaume de Van Lang dans le delta du fleuve Rouge. Les Vietnamiens considèrent que cette dynastie semi-légendaire, apparue il y a 5000 ans, marquerait la naissance du peuple Viet. Je suis originaire de la province de Kiên Giang. Je vis à Con Tho, la ville des fleuves et des canaux, depuis 10 ans. Je fais du commerce de détail en barque. J'achète des produits locaux et avec ma barque, je vais les vendre. Les gens d'ici ne faisaient pas ça jusqu'à notre arrivée. Ça marche plutôt bien. Je fais des petits profits, assez pour vivre correctement. La vie sur l'eau n'est pas toujours pratique. Ça balance quand on dort, par exemple. Oui, la vie y est plutôt dure. Le plus difficile, c'est la surface et l'espace de vie. Juste quelques mètres carrés dans notre petit bateau. On ne va pas faire ça jusqu'à la fin de notre vie. En plus de l'inconfort, ça pose un problème de santé. Les jambes deviennent faibles à force de ne pas marcher. Sur ce bateau, on ne fait pas beaucoup de pas.
Parfois, je titube sur des dizaines de mètres une fois à terre. Je quitte Kanto pour le poumon économique du pays. Le long du fleuve Saïgon se trouve la plus importante ville du pays, loin devant la capitale Hanoï. C'est Ho Chi Minh Ville, qui s'appelait Saïgon jusqu'en 1975. Ce qui n'était qu'un petit village de pêcheurs khmers devint, au XVIIe siècle, le plus grand port de la région. Traversée d'influences khmères, chinoise et française, cette ville connaît un développement anarchique où les buildings côtoient les édifices du passé. Des scooters, encore et toujours, défilent devant les buildings. Et Tran Ung Dao, ce général qui stoppa la flotte d'invasion des Yuan mongols au XIIIe siècle, est aujourd'hui entouré des sièges sociaux des plus grandes compagnies du pays. Dans cette cohue organisée, Tran Vien Duc est à son aise. Depuis des années, il arpente les rues appareil photo à la main. Il photographie les mutations de la ville et immortalise ses personnages. Je photographie les ruelles de Saïgon depuis plus de 10 ans. Avant, c'était pour des reportages journalistiques. Vous savez, cette ville, elle a été créée à partir de ruelles. Elle constitue le cœur de la ville. Ici, c'est le marché Somchieu, le marché des natiers, qui se trouve dans un arrondissement populaire de Saïgon. Je l'adore. C'est vivant, on trouve tous les produits frais, des fruits et des légumes venant de tout le pays. Les prix sont beaucoup plus bas que dans les autres marchés. Les gens sont amicaux. Un paradis pour moi qui photographie.
La société saïgonaise s'ouvre toujours vers l'extérieur. Tout est dans la rue, pas comme dans les sociétés occidentales, où les gens vivent de manière fermée. J'adore venir ici pour faire des photos. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau sur ma propre culture. Saigon a été créé, au début, par les migrants chinois, sous la bénédiction du seigneur Nguyen et de son haut mandarin, le général Lê Văn Duyệt. C'est une ville de migrants, créée par les migrants. On a un dicton vietnamien. Quand la terre est bienveillante, les oiseaux viennent et restent. Il nous emmène dans un lieu cher à ses yeux. La pagode bouddhique de Phong Son. Datant du tout début du 19e. Elle fut une étape de la route mandarine. Cette route ouverte au XIXe siècle qui permettait aux notables de traverser le pays du sud à la frontière chinoise. Elle parcourait 1700 km et traverse les villes d'Ho Chi Minh, Da Nang, Hue et Hanoï. Le long de son tracé se trouvent de nombreux temples, palais et pagodes qui servaient d'étape durant ce long voyage. Cette pagode est l'une des plus belles pagodes chinoises de Saigon. J'aime beaucoup venir ici. Le lieu est tranquille, serein, beau et spirituel. Cette pagode m'aide à évacuer le stress de la vie, la tristesse, la colère. Je me sens bien en venant ici. La pagode se trouve près d'un marché et aussi sur une étape de la route du mandarinat. Elle est vraiment belle. Son architecture laisse passer une certaine lumière que j'aime. Ça aide à faire de belles photos. De Saigon la chinoise vers une cité mondialisée, partout où on pose son regard, on voit les symboles des diverses influences qui ont traversé le pays.
La ville ne dort jamais, à l'image d'un Vietnam en perpétuelle croissance depuis la fin de l'économie socialiste. En effet, le pays semble particulièrement bien armé pour relever le défi de la modernité, avec ses 95 millions d'habitants et son taux d'alphabétisation de 97%, héritage de la période communiste. J'arrive dans la ville de Da Nang. C'est la 4e ville du Vietnam, avec près d'1 million d'habitants. Son développement économique récent en fait l'une des villes les plus attractives du pays. À Da Nang se trouve un autre exemple criant de la manière dont l'architecture vietnamienne s'approprie la modernité, tout en conservant sa spécificité traditionnelle et culturelle. Ce pont qui crache du feu et de l'eau est une attraction pour les habitants de la ville qui s'y réunissent une fois la nuit tombée. Voici Hoi An. La ville s'éveille et des danseurs répètent sur des chants communistes. Le Vietnam, qui a rompu avec l'économie socialiste lors du Doi Moi dans les années 80, conserve un lien étroit avec le communisme, dont le parti reste le plus important du pays. Le communisme avait idéologiquement gommé les spécificités du genre. Aujourd'hui, au marché de Hoi An, on ne voit que des femmes tenir les étalages. La société est plus polarisée. Hommes et femmes possèdent des rôles de plus en plus différenciés. La danse est une partie intégrante de la culture et de l'histoire du pays. Elle reflète un large spectre de la vie vietnamienne, par des mouvements gracieux et élégants, parfois avec des accessoires comme des chapeaux ou des éventails.
Par ces danses codifiées, on peut affirmer son identité culturelle ou sociale. Les danses de culture cham sont d'une incroyable richesse et rythmées par un tambour qui marque les temps et les mouvements des danseurs. Aujourd'hui, le peuple cham est devenu minoritaire. On n'est pas très nombreux. C'est pour cela que je veux contribuer à maintenir notre culture traditionnelle. J'enseigne surtout aux jeunes, dans les villages, dans les écoles, pour qu'ils n'oublient pas leur culture d'origine. Les gens peuvent aimer et pratiquer la danse moderne, le hip-hop s'ils veulent, mais il ne faut pas qu'ils tournent le dos à leur propre culture. Sinon, on devient soluble. À la nuit tombée, la ville se transforme en un festival de lumière. Les lanternes traditionnelles répondent aux lumières des buildings et des rues commerçantes. Cela vient d'une coutume ancestrale. Le 14e jour du mois lunaire, Hoi An éteint ses lumières et interdit les véhicules motorisés dans l'enceinte de la ville. La ville est alors éclairée à la lumière des lanternes. C'est l'occasion pour les Vietnamiens d'honorer les ancêtres. À quelques kilomètres de là se trouve le sanctuaire de My Son, qui marque l'apogée de la civilisation cham. La civilisation cham, ou Champa, était un État bouddhique situé au centre du Vietnam. Le peuple, probablement arrivé par la mer en provenance de Malaisie, s'installa et forma un État du IIe au XVIIe siècle. Ce sont les archéologues français qui ont découvert une civilisation qu'ils ont nommée Sa Huyn, avec des vestiges tout au long des côtes du centre, où nous sommes, la province de Quang Nam et le sanctuaire My Son. Cette civilisation a commencé en 300 avant Jésus-Christ et perdure jusqu'en 100 après Jésus-Christ. Les royaumes de Champa commencent à partir de cette date. Au XVe siècle, un événement décisif a déclenché le déclin cham, la guerre menée par le roi Lê Thanh Tông. Sa victoire sur les Chams, ici, a mis fin au royaume cham.
Nous sommes devant la tour B5, un chef-d'œuvre architectural Cham construit au Xe siècle. Elle est la preuve caractéristique de la géniale maîtrise technique des Cham pour la construction en briques. Voici un exemple de cette technique de construction. Les briques ont été scellées avec une précision telle qu'on ne voit pas la jointure, faite de sève de Dipterocarpus alatus, un grand arbre endémique. Cette sève rend étanches les jointures et les protège de l'eau. C'est pourquoi cette tour de 1000 ans d'âge reste encore solide et en très bon état. Myson est devenu le plus grand, le plus important centre religieux et spirituel des royaumes Cham. Après des années de guerre, aujourd'hui à Myson, il ne reste que 68 édifices qui toutefois peuvent représenter les caractéristiques de la civilisation Cham. La culture Cham a donc fortement influencé la culture d'aujourd'hui. Même si le Champa politique n'existe plus, sa culture demeure, sous une forme ou une autre. C'est particulièrement excitant pour ceux qui étudient la culture régionaliste. C'est à la gare de Hoi An que j'embarque dans un train très particulier aux yeux des Vietnamiens. Ce train relie les deux entités du Vietnam, qui furent divisées au lendemain de la guerre. Ce train symbolise aujourd'hui la réconciliation entre le Nord et le Sud. Nguyen Phan Qui est chef de train. Il travaille depuis 21 ans pour les chemins de fer du Vietnam. Être cheminot est à la fois un métier, mais aussi ma fierté et celle de ma famille. Vous voyez le paysage de cette fenêtre? Ce train traverse tout le pays, traverse des régions et des cultures différentes. Dans ce train, les passagers sont différents. Ils viennent de partout. C'est comme la société vietnamienne en miniature. Quand j'étais enfant, j'entendais ma famille parler du chemin de fer. Ça m'a passionné. Après les études à l'Institut des chemins de fer, j'ai eu l'honneur d'y travailler. J'étais très ému lorsque, pour la première fois, je faisais le voyage
du nord au sud. Ce trajet du sud au nord n'est possible que depuis la réunification du Vietnam en 1976. Le pays est alors partitionné depuis la fin de la guerre, en 1976. Le sud passe sous domination Viet Cong en devenant la République socialiste du Vietnam. Mon voyage en train s'achève à Hue, qui fut la capitale impériale du Vietnam unifié de 1802 à 1945. La ville abrite un ensemble de bâtiments, siège du pouvoir impérial. La citadelle, la cité pourpre interdite et la cité royale, datant du début du 19e. Il fallut 30 ans et pas moins de 30 000 ouvriers pour réaliser cet ouvrage faramineux. À la fois forteresse, palais impérial et centre administratif, on pénètre dans ce lieu par la porte du Midi, qui ouvre sur la citadelle, qui referme la cité impériale, qui elle-même referme la cité pourpre interdite. Ce vaste ensemble comprend des temples, des tombeaux royaux et même une forteresse inspirée par Vauban. Bonjour, je suis Kon Tang Tong Nutriwe, l'arrière-nièce de l'empereur Ming Mang. Mon père s'occupait des protocoles de la cour impériale. La dynastie des Nguyen s'étendait de la province de Thanh Hoa au bec de Kamau. Quand l'empereur Bao Dai fut destitué, je suis venu à la citadelle auprès de la reine Hoang Tikuk, qui est la mère de l'empereur Bao Dai. Je faisais des coussins pour le salon et pour la lecture. Je faisais des gâteaux pour les cérémonies ici et aussi dans les mausolées de la famille impériale. Ce lieu est important pour moi. C'est la maison familiale de mes ancêtres. Le secret de ma longévité vient de l'esprit. C'est la bonté. Comme pour la mémoire de mes ancêtres, je me prosterne devant leur autel. Mes gestes viennent du cœur, du fond de moi-même.
Le Bouddha nous enseigne, vous récoltez les fruits des graines que vous semez. Hanoï est la capitale du Vietnam et la seconde ville du pays. Chaque matin, on y hisse le drapeau rouge. Pourtant, depuis le Doi Moi, ou le renouveau en vietnamien, le Vietnam a abandonné son économie communiste pour libéraliser sa vie économique et sociale. Le Parti communiste reste une entité centrale dans la vie politique du pays. Son bureau politique rassemble entre autres le secrétaire général du parti, le président de l'État, le président de l'Assemblée, le ministre de la Défense et le Premier ministre. Hanoï veut dire la ville entre les fleuves. Elle fut fondée en l'an 1000 par le roi Ly Thai To. Elle fut successivement capitale de l'Indochine française, puis celle de la République démocratique du Vietnam, et enfin de la République socialiste du Vietnam. Les édifices de la ville témoignent des diverses influences qui l'ont traversée. L'art des marionnettes sur l'eau commence très tôt, dès le XIe siècle. Nous avons trouvé leur mention sur une tablette d'écriture en pierre à la pagode du Tay, qui veut dire maître spirituel, près de Hanoï. Les pièces de marionnettes sur l'eau racontent la vie ordinaire des paysans du delta du Nord du Vietnam. Leur vie quotidienne, leur travail et leurs loisirs. Ainsi, les spectateurs vietnamiens et étrangers peuvent mieux comprendre la culture traditionnelle du Vietnam. Parmi les histoires des théâtres de marionnettes sur l'eau, il y a une histoire qui est particulièrement populaire au Vietnam. C'est la légende de Ly Loy, ou de l'épée restituée. Ly Loy est un empereur qui chassa les Chinois au XVe siècle et connu comme étant le héros de la légende de l'épée restituée. L'histoire raconte que Ly Loy, au début de sa lutte contre les Chinois, aurait reçu d'un pêcheur une épée repêchée dans le lac. 10 ans plus tard, après avoir réussi à chasser les Chinois grâce à l'épée,
Et traversant ce même lac, il est abordé par la Tortue d'Or, qui lui réclame l'épée au nom du roi dragon. Ancêtre mythique du peuple Viet, Liloy comprend alors que l'épée était un mandat du ciel pour chasser les Chinois du pays. Cette histoire symbolisait pour le pouvoir communiste le rapport à la guerre et à la paix des Vietnamiens, un peuple profondément pacifiste, mais qui fera la guerre par devoir. Elle est également à l'origine de la divinisation des tortues dans la région. À 2 heures d'Hanoï, le long de la rivière Ngo Dong se trouve la province de Ninh Binh. Ici, pas de scooter. Les déplacements se font en bateau ou en barque, seul moyen d'accéder au site de la région. Je m'appelle Letty Duc. Je suis née et j'ai grandi ici. Je travaille avec ma barque depuis les années 80. J'ai fait plein de métiers en parallèle. Rizicultrice, ouvrière dans les usines, brodeuse et rameuse de barques de tourisme. Ici, nous ne faisons qu'une saison de riz par an. Pour aller au champ, nous utilisons la barque, le seul moyen de se déplacer, de transporter les semis, les outils et la récolte. Ça pousse plutôt bien ici. On s'en sort correctement. Puis on a le tourisme qui nous rapporte très bien. Les hommes vont travailler dans les usines et les chantiers de construction. La plupart des femmes travaillent ici comme rizicultrices et rameuses. C'est moins physique. De toute façon, il n'y a pas assez d'activités pour tout le monde. Les femmes disposent ainsi de leur temps pour prendre soin du foyer et s'occuper des enfants. Pas loin d'ici se trouve sans doute la plus belle grotte du Vietnam. Il y a même un poème clamant sa beauté. Le voici. Ce beau ciel qui a dessiné ici, des 1000 grottes, celle-ci est la plus belle. L'eau et la montagne vont ensemble, faisant ce pays majestueux. Oh, cette eau qui coule des grottes, comme de la bouche du dragon. Dans ce paysage caressé par le vent, dorloté par les vagues, les 1000 fleurs rayonnent de sourires. La dernière étape de mon voyage m'amène à la fameuse baie d'Along. C'est une vaste baie naturelle d'eau marine de plus de 43 000 hectares. Son nom, en vietnamien, est Vinalong, qui veut dire « la descente du dragon », en référence à une légende qui voudrait qu'une mère dragon et ses enfants, envoyés par l'empereur de Jade pour défendre les Vietnamiens contre leurs envahisseurs, crachèrent des jades et des perles qui se transformèrent en îles et en récifs, bloquant le passage aux navires ennemis. En effet, ce labyrinthe naturel a permis à l'armée vietnamienne de mettre en déroute l'Empire chinois à 3 reprises.
Aujourd'hui, ce lieu est le plus visité du Vietnam et abrite encore un peuple de pêcheurs, de marins et de riziculteurs conformes aux origines du peuple viet, qui loge dans les nombreuses plages et criques qu'offre ce lieu hors du commun. La baie est habitée depuis la préhistoire et continue d'être un lieu d'échange économique important, mais des mutations ont impacté les revenus des habitants. Malgré cet environnement paradisiaque, le développement du tourisme et la pollution qu'il draine menacent le mode de vie de ses habitants à court terme. Cultiver le riz n'est pas intéressant, car le prix de vente est bas. Dans mon village, tout le monde abandonne le riz. Les champs sont juste là pour entretenir la terre. Il y a beaucoup d'usines qui se sont installées dernièrement. Le travail comme ouvrier dans les usines ne manque pas. Mon fils ne veut pas reprendre cette affaire. C'est regrettable, mais je le comprends. Les jeunes veulent la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, la retraite au bout de 20 ou 30 ans. Par exemple, en étant capitaine de bateau, mon fils travaille bien, mais pas tout le temps. Ça dépend du temps. Ma qualité de vie est devenue bien meilleure depuis que je suis ici. Du bon riz, du poisson frais, du calme, sans pollution. L'air est pur. Vous voyez là? La montagne, la mer. C'est très agréable. La pêche reste une activité florissante, car la baie possède un écosystème particulièrement riche. Vous savez, des investisseurs étrangers sont venus ici pour ces projets d'hôtellerie de loisirs, de luxe. Là-bas les plages, ici les parcs d'attractions. Ils sont très intéressés. Face au projet d'intérêt public décidé par le gouvernement, on doit prendre les indemnités et partir. C'est tout, pas le choix. Ils payent alors. Ma petite fille, Trami, vit ici avec nous. Le matin, mon fils l'amène à l'école en bateau. S'il ne peut pas, elle prend le bateau-bus jusqu'à Lille. Elle est bien ici, heureuse comme vous voyez là. Mon père aimerait que je travaille avec lui. Mais être capitaine de bateau de tourisme rapporte plus que d'élever des poissons. Beaucoup de frais et peu de bénéfices. En revanche, la ferme d'élevage peut être vue comme un investissement. Par exemple, si l'on a besoin d'un coup de pouce, on peut vendre une cage pour avoir de l'argent. Mais conduire un bateau amène de l'argent tous les jours, avec peu de risques. J'ai une fiancée qui habite à 2 heures de route d'ici, sur l'île de Cat Ba. Elle a fini ses études et va travailler dans une usine. Si l'on se marie, notre projet après le mariage, c'est que je laisse tomber le bateau pour la rejoindre. Et nous irons travailler tous les deux à l'usine. On pense pouvoir gagner 10 millions de dong par mois. C'est plus tranquille. Ainsi s'achève mon voyage à travers ce pays composite, construit au fil des siècles, produit des influences des peuples qui l'ont bâti.
Vietnam a choisi de respecter son héritage et sa richesse culturelle, plutôt que de céder à la tentation d'une culture mondialisée, inventant sa propre voie de développement, entre tradition et modernité.